Il s'appelait Eduardo Moreira. 52 ans. Dans cette région, tout le monde connaissait son nom, ses terres, sa fortune. On disait qu'il possédait plus d'hectares que certaines communes réunies, plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser. Mais ce matin-là, en mars 2023, il marchait seul dans la rue poussiéreuse de la ville, et rien de tout cela n'avait plus d'importance. Le soleil brûlait tôt et sans pitié. L'asphalte miroitait comme si la terre elle-même retenait son souffle. Sous sa chemise coûteuse, un tube fin était relié à un petit appareil respiratoire qui émettait un léger gémissement à chaque pas. Eduardo détestait ce bruit. Il lui rappelait que son corps ne lui obéissait plus, que le temps était soudainement quelque chose que l'on pouvait perdre. Une semaine, avait dit le médecin. Peut-être moins. Les mots résonnaient encore dans sa tête, secs, factuels, sans réconfort. Cancer du poumon, très avancé. Plus d'options, seulement des jours. Eduardo avait hoché la tête, calme, presque poli. Il avait appris toute sa vie à accepter les mauvaises nouvelles sans émotion. Mais maintenant, ici dans la rue, chaque respiration lui semblait être du temps emprunté. Il pensait à sa maison, grande comme un palais, silencieuse comme une tombe, aux longues tables où les enfants ne s'étaient jamais assis, aux nuits où personne n'appelait son nom. Il n'avait jamais voulu de famille. Les sentiments rendaient faible, avait-il toujours cru. Et la faiblesse était quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Le succès exigeait dureté, contrôle, distance. Mais qu'en restait-il quand on mourait seul à la fin? Il s'arrêta devant un petit magasin de jouets, plus par épuisement que par intérêt. Derrière la vitrine se trouvaient des poupées colorées, des voitures, des blocs de construction. Des choses d'un monde qui n'avait jamais été le sien. Il vit son reflet dans le verre, un homme aux cheveux gris, aux joues creuses, en costume cher et aux yeux fatigués. Un instant, il se demanda à quoi tout cela avait bien pu servir. Un vertige le saisit. Il s'appuya contre le mur, respirant difficilement, l'appareil à oxygène sifflant plus fort. C'est à ce moment précis qu'il entendit un bruit qui n'avait rien à faire là. Pas de pleurs bruyants, pas de mendicité. Seulement un léger sanglot, retenu, presque apologétique. Eduardo tourna la tête. Au bord du trottoir, appuyée contre un poteau métallique, accroupie, se trouvait une petite fille. Elle avait peut-être 6 ans, pas plus. Sa robe était trop fine, trop grande, effilochée à plusieurs endroits. Ses pieds étaient donc nus, poussiéreux, blessés au talon. Ses cheveux bruns lui collaient au front, moites de sueur. Malgré la chaleur, elle tremblait. Non pas de froid, mais de faim et de peur. Les gens passaient à côté d'elle comme si elle faisait partie du sol. Une femme changea de trottoir. Un homme murmura quelque chose de désobligeant. Personne ne s'arrêta. Personne ne regarda. Eduardo sentit quelque chose dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la maladie. La petite fille remarqua son regard. Ses yeux étaient grands, sombres, pleins d'une fatigue qu'aucun enfant ne devrait connaître. Elle hésita longtemps, comme si elle luttait contre elle-même. Puis elle murmura, poliment, avec prudence, d'une voix qui avait déjà été trop souvent rejetée. « Monsieur, auriez-vous quelques pièces, juste pour manger un peu? J'ai très faim. » Ce n'était pas la supplication qui frappa Eduardo. C'était la façon dont elle parlait. Ce mélange étrange de détresse et de décence, comme si elle voulait s'excuser d'exister. Il s'agenouilla péniblement, sentit la douleur dans ses poumons, mais resta à sa hauteur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Sophia, répondit-elle. Ma grand-mère m'a donné ce nom.
Au mot « grand-mère », sa voix trembla. Des larmes montèrent à ses yeux, mais ne coulèrent pas immédiatement. Elle avait appris à les retenir. « Elle est morte il y a 1 mois, continua-t-elle. Depuis, je suis seule. » Ces simples mots frappèrent Eduardo plus durement que n'importe quel diagnostic. Tout à l'heure, il s'était apitoyé sur lui-même parce qu'il allait mourir. Et cet enfant vivait sans protection, sans foyer, sans personne qui l'attendait. Il ne savait pas pourquoi cette pensée était venue. Il savait seulement qu'elle était venue, sans calcul, sans raison, comme si quelque chose de plus grand que lui-même avait décidé de parler maintenant. « Sophia, » dit-il lentement, « voudrais-tu être ma fille ?» Le temps sembla s'arrêter. La petite fille le fixa, comme s'il avait dit quelque chose d'impossible. L'espoir était dangereux pour elle. L'espoir faisait mal. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit d'abord. « Vous êtes sérieux ?» murmura-t-elle finalement. « Vous ne vous moquez pas ?» Eduardo sentit sa gorge se serrer. « Je suis sérieux. » Sophia le regarda longuement. Puis elle hocha la tête, à peine visible, et demanda d'une voix brisée « Puis-je vous appeler papa ?» Une larme coula sur le visage d'Eduardo. Il n'avait pas préparé de réponse. Il n'avait jamais utilisé ce mot. Et pourtant, à cet instant, il sut qu'il n'y avait rien qu'il désirait plus. « Oui, » dit-il. « Oui, tu peux. » Sophia fit un pas de plus et lui passa les bras autour du cou, fermement, désespérément, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Eduardo resta immobile. Pour la première fois depuis des années, il ne pensa pas à la mort. Il ne pensa qu'à cet enfant. Mais derrière cette chaleur, une peur rôdait, qu'il ne pouvait chasser. 1 semaine. Comment donner de la sécurité à un enfant quand on a soi-même presque plus de temps? Comment aimer correctement quand on doit bientôt partir? Il posa son manteau sur les épaules de Sophia, prit sa petite main dans la sienne. « Viens, » dit-il. On rentre à la maison. Et tandis qu'elle marchait à ses côtés, Eduardo sut. Sa vie n'était plus longue. Mais peut-être, pour la première fois, avait-elle un sens. La voiture glissa lentement sur la route poussiéreuse, et pour Sophia, chaque seconde à l'intérieur ressemblait à un pas dans un autre monde. Elle était assise sur la banquette arrière, bien droite, les mains fermement posées sur ses genoux, comme si elle avait peur de toucher quelque chose qui ne lui appartenait pas. Le siège en cuir moelleux sous elle était une chose qu'elle ne connaissait que par les vitrines. Elle sentait le parfum étranger dans la voiture, mélangé à la légère odeur médicale de l'appareil à oxygène. Tout était nouveau, tout était silencieux. Et c'est précisément ce silence qui lui faisait peur. Eduardo la regarda dans le rétroviseur. Si petite, elle y paraissait, perdue dans tout cet espace. Il se demanda combien de fois, dans sa courte vie, elle avait appris à se rendre invisible. « Tu as faim ?» demanda-t-il avec prudence, comme si une mauvaise intonation pouvait tout détruire. Sophia hocha la tête aussitôt, puis, honteuse de sa précipitation, baissa les yeux. « Un peu, » murmura-t-elle, bien que son estomac lui fasse mal depuis des heures. Lorsqu'ils atteignirent le portail de la fazenda, Sophia retint son souffle. La maison se tenait devant elle comme un château, blanche, grande, avec des colonnes et un jardin qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Elle descendit lentement, ses pieds nus touchèrent le gravier, et elle s'arrêta, incapable d'avancer. « Nous habitons ici ?» demanda-t-elle doucement, comme s'il était interdit de prononcer une telle chose. Eduardo hocha la tête. Dans ce hochement, il y avait de la fierté, mais aussi de la honte.
car il savait à quel point cette maison était vide. À l'intérieur, une froideur sans rapport avec la température les accueillit. Les pièces étaient grandes, immaculées, silencieuses. Sofia s'accrocha au manteau d'Eduardo qu'il lui avait toujours laissé. Les pas résonnaient sur le sol de marbre et chaque écho la faisait sursauter. Puis apparut Martha, la gouvernante. Elle travaillait ici depuis 15 ans, avait connu le maître de maison comme un homme strict et réservé. En voyant l'enfant, elle s'arrêta, comme si quelqu'un avait arrêté le temps. « Señor Eduardo » demanda-t-elle prudemment. « C'est Sofia, dit-il. C'est ma fille. À partir d'aujourd'hui, elle vivra ici. » Martha ne dit rien. Elle regarda simplement la petite fille, dont les yeux portaient à la fois la peur et l'espoir, et hocha lentement la tête. Dans ce hochement, il y avait plus de compréhension que les mots n'auraient pu en exprimer. « Je vais préparer la chambre bleue, » dit-elle doucement. Dans la cuisine, Eduardo installa Sofia sur une chaise haute. Il ouvrit le réfrigérateur, pour la première fois depuis des années lui-même. Ses mains tremblaient, pas seulement à cause de la maladie. Il prépara un simple sandwich, rien de spécial. Quand il le lui tendit, Sofia le regarda comme si c'était quelque chose de sacré. Elle en mordit lentement, ferma les yeux un instant et sourit. « C'est très bon, papa, » dit-elle. Ce mot le toucha plus profondément que tout auparavant. Plus tard, quand il fit nuit, Sofia était perdue dans le grand lit de la chambre bleue. La couverture était douce, les oreillers trop propres. Le silence était oppressant. Eduardo s'assit dans le fauteuil à côté d'elle, l'appareil à oxygène silencieux près de lui. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Sofia secoua la tête. « Dans la rue, ce n'était jamais aussi silencieux, » murmura-t-elle. Alors il resta. Il raconta une histoire qu'il inventa, celle d'une petite fille courageuse qui trouvait enfin un foyer. En parlant, il réalisa qu'il parlait en fait d'eux deux. Quand Sofia s'endormit, il la regarda respirer. À ce moment-là, il comprit qu'il avait trouvé quelque chose de plus grand que sa peur de la mort. Et en même temps, il savait que cette peur pesait maintenant 2 fois plus lourd, car il avait laissé un enfant entrer dans sa vie. Et le temps continuait de s'écouler. Le lendemain matin, Eduardo se réveilla plus tôt que d'habitude. Non pas à cause de la douleur, ni de la maladie, mais à cause d'un bruit inhabituel. Un léger fredonnement, presque comme une chanson. Il resta un instant allongé, confus, puis comprit. Cela venait de la cuisine. Sofia était réveillée. Il se leva lentement, tâtonna pour trouver l'appareil à oxygène, hésita un instant et finit par le prendre. Chaque pas lui rappelait que son corps ne faisait aucune promesse. Alors qu'il longeait le couloir, il vit la petite fille assise à la table de la cuisine, les jambes pendantes, tandis que Martha lui montrait comment étaler du beurre sur du pain. Sofia sourit, concentrée, fière, comme si elle venait d'apprendre quelque chose de très important. Quand elle le vit, son visage s'illumina. « Bonjour, papa » dit-elle, avec une telle évidence, comme si elle avait toujours utilisé ce mot. Eduardo se contenta d'un hochement de tête. Sa voix l'aurait trahi. Mais le calme ne dura pas longtemps. Le téléphone sonna, un son aigu et étranger dans cette maison silencieuse. Eduardo décrocha avant même que Martha ne puisse réagir. La voix à l'autre bout lui était familière. Trop familière. « Eduardo » dit Roberto, son jeune frère. « Quelle est cette rumeur qui circule en ville ?» Eduardo ferma brièvement les yeux. Ce n'est pas une rumeur. Un rire court et dur. « Tu veux me dire que tu as adopté une enfant des rues, dans ton état ?»
Eduardo regarda Sofia, qui essayait de tenir une tasse trop lourde pour ses petites mains. « Fais attention à la façon dont tu parles, » dit-il calmement. « C'est ma fille. »« Ta fille ?» Roberto cracha presque le mot. « Tu as toujours méprisé les enfants. Et maintenant que tu es malade, tu prends de telles décisions? Ce n'est pas rationnel. »« Je ne cherche pas la rationalité, » répondit Eduardo. « Je cherche l'humanité. » Un silence froid suivit. Puis, « Je passerai aujourd'hui. Nous devons parler, et avec un avocat. » La conversation se termina brusquement. Eduardo reposa lentement le téléphone. Ses mains tremblaient. Non pas de faiblesse, mais de la prémonition de ce qui allait arriver. Sofia le remarqua immédiatement. Elle glissa de sa chaise et se tint à côté de lui. « Papa, tu es triste ?» demanda-t-elle doucement. Les enfants ressentent des choses pour lesquelles les adultes ont besoin de mots. Eduardo se pencha vers elle. Certaines personnes ne comprennent pas quand on fait quelque chose avec le cœur, dit-il prudemment. Sofia réfléchit un instant. Grand-mère disait toujours que certains ne comptent que l'argent, mais pas les sentiments. Elle le dit sans amertume, juste comme une constatation. Eduardo déglutit. Dans l'après-midi, une voiture noire arriva. Roberto en sortit, tiré à 4 épingles, sûr de lui, accompagné d'un homme avec une mallette. Eduardo demanda à Sofia d'aller dans le jardin avec Martha. La petite fille hocha la tête, mais lui lança un regard qui contenait plus de confiance qu'il ne s'en accordait à lui-même. Dans le bureau, l'avocate étala des papiers. Contrat, clause, formulation. Des mots qui décomposaient l'amour en paragraphes. Il était question de fortune, d'héritage, de capacité mentale. Roberto parla de protection, de prévoyance, de responsabilité. Eduardo écouta, dit peu. Puis il repoussa les papiers. « Vous faites d'un enfant un risque, » dit-il doucement, « et de l'amour une affaire. » La patience de Roberto atteignit ses limites. « Tu es malade, Eduardo. Tu ne sais pas ce que tu fais. Cette décision sera contestée. » Eduardo se leva, s'appuyant lourdement sur la table. « Alors fais ce que tu dois faire. Mais tu ne la toucheras pas. » Dehors, Sofia riait dans le jardin. Un rire clair et insouciant. Roberto l'entendit et fit la grimace. Eduardo regarda par la fenêtre. Et à cet instant, il sut, le combat avait commencé. Pas pour l'argent, mais pour un enfant, et pour les quelques jours qu'il lui restait peut-être. La visite arriva plus vite qu'Eduardo ne l'avait prévu. Le lendemain matin, alors que Sofia était assise sur le tapis du salon, jouant avec une simple poupée de chiffon, la sonnette retentit. Pas une sonnerie pressée, pas d'insistance. Un son court et factuel. Martha ouvrit. Une femme entra, une quarantaine d'années, sobrement vêtue, une mallette sous le bras. Son regard était calme, professionnel, sans curiosité. « Bonjour, je m'appelle Elena Weber. Service de protection de l'enfance ?» dit-elle. Eduardo sentit son estomac se serrer. Il savait que ce moment viendrait. Juste pas si vite. Sofia leva les yeux, ne comprenant pas le mot, mais sentant immédiatement la tension dans la pièce. Elle se rapprocha d'Eduardo sans rien dire. Elena s'assit, ouvrit sa mallette. « Nous avons reçu un signalement concernant l'accueil inhabituellement rapide d'un enfant mineur. En relation avec votre état de santé, nous sommes obligés d'examiner la situation. » Eduardo hocha lentement la tête. « Je n'ai rien à cacher. »« Je l'espère, » répondit-elle calmement. Puis elle se tourna vers Sofia. « Bonjour, puis-je te parler un instant ?» Sofia hésita. Elle regarda Eduardo, cherchant un signe sur son visage. Il posa la main sur son épaule. « Tu peux répondre honnêtement, » dit-il. « Tout va bien. » Les questions étaient factuelles, presque froides. « Depuis combien de temps connais-tu Eduardo? Où vivais-tu avant?
Savais-tu qu'il était riche? Sophia répondit simplement, sans calcul. Je voulais juste un papa, dit-elle à un moment donné. Je n'ai jamais voulu d'argent. Elena prit des notes, s'arrêta un instant. Eduardo observa chaque mouvement, chaque expression sur son visage. Puis vint la question qu'il redoutait. Savez-vous que votre maladie est avancée? Lui demanda-t-elle directement. Oui. Et pourtant, vous avez jugé bon d'accueillir un enfant dans votre vie? Eduardo se leva et alla à la fenêtre. Dehors, Sophia courait après le vent, comme si c'était quelque chose de vivant. J'ai jugé bon de lui donner de l'amour, dit-il, même si ce ne devait être que pour peu de temps. Elena ferma sa mallette. L'amour n'est pas un cadre juridique, dit-elle doucement. Dans des cas comme celui-ci, nous examinons une tutelle provisoire de l'État. Sophia entra, tendit une petite fleur à Eduardo. Elle est pour toi, papa, dit-elle. Sa voix était claire, sans aucune idée de paragraphe ou de procédure. Elena regarda la scène, resta silencieuse un instant. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. D'ici là, l'enfant reste ici. Mais je reviendrai. Quand la porte se referma, Eduardo s'assit lourdement. Ses mains tremblaient. Non de faiblesse, mais de la peur de la perdre. Sophia grimpa sur ses genoux. Je ne pars pas, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Eduardo la serra contre lui. Tant que je respire, murmura-t-il. Non. Mais au fond de lui, il savait. Le temps n'était pas de son côté. Et l'amour seul ne suffirait peut-être pas. Le 4e jour, on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, le bruit était différent. Plus hésitant, plus lourd, comme s'il portait un passé avec lui. Eduardo venait de s'endormir dans le fauteuil, le tuyau à oxygène lâche sur sa poitrine, quand Martha entra et prononça son nom doucement. « Il y a une femme, » murmura-t-elle. Elle dit qu'elle connaît l'enfant. Eduardo se redressa péniblement. Son cœur commença à battre plus vite, non par espoir, mais par une prémonition qui lui coupa le souffle. Dans le salon se tenait une dame âgée, peut-être une 60aine d'années. Cheveux gris, soigneusement attachés, vêtements simples. Ses yeux, cependant, étaient inhabituels. Grands, chaleureux et étrangement ressemblants à ceux de Sophia. Sophia sortit du couloir et s'arrêta brusquement. Elle fixa la femme, comme si elle voyait quelque chose qu'elle croyait avoir oublié. La femme s'agenouilla lentement, avec prudence, pour ne pas effrayer l'enfant. « Mon trésor, » dit-elle d'une voix brisée, « je suis Rosa, la sœur de ta grand-mère. » Les mots mirent un instant à arriver. « Grand-mère avait une sœur » demanda Sophia doucement. Rosa hocha la tête. « Nous nous sommes disputés, pendant de nombreuses années, pour des bêtises. Je l'ai regretté trop tard. » Eduardo ne dit rien. Il écoutait, tandis que tout en lui se serrait. Rosa raconta comment elle avait appris la mort de sa sœur par le journal, comment elle l'avait cherchée. Trop tard, toujours trop tard. Elena Weber entra derrière elle. Son regard était grave. « Legally speaking », commença-t-elle. « Madame Rosa Pereira est la parente vivante la plus proche. Elle aurait la priorité pour la tutelle. » Les mots frappèrent Eduardo comme un coup. Il regarda Sophia, qui alternait son regard entre lui et Rosa, dépassée, effrayée. « Je ne veux pas partir, » dit-elle soudain, fermement. « Je veux rester avec papa. » Rosa ferma brièvement les yeux. « Je ne suis pas là pour t'enlever, » dit-elle calmement. « Je veux juste que tu sois en sécurité. » Puis elle regarda Eduardo. « À quel point êtes-vous vraiment malade ?»« Très, » répondit-il honnêtement.
Il ne me reste peut-être que quelques jours. Le silence s'installa dans la pièce. Puis Sophia fit quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Elle s'avança, prit la main de Rosa et dit avec une clarté qui ne convenait pas à un enfant : « Si papa meurt, vous pourrez prendre soin de moi. Mais tant qu'il vit, je veux être avec lui. » Rosa la regarda longuement. Des larmes coulaient sur son visage. « Tu es plus courageuse que beaucoup d'adultes, » murmura-t-elle. Puis, elle se tourna vers Helena. « Je suis d'accord. Sophia reste ici tant qu'il est en vie. Après, je partirai avec elle. » Helena expira profondément. « C'est inhabituel, » dit-elle, « mais humain. » Eduardo baissa la tête. Pour la première fois depuis des jours, il ressentit une sorte de paix. Non pas parce que la peur avait disparu, mais parce que Sophia ne serait pas seule. Sophia grimpa sur ses genoux et l'embrassa. « Maintenant j'ai un papa, » dit-elle, « et une grand-mère au ciel et une tante sur terre. » Eduardo ferma les yeux. Peut-être que la famille n'était pas ce que l'on planifie, mais ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Au matin du 6e jour, Eduardo se réveilla et sut immédiatement que quelque chose était différent. Pas mieux au sens d'un miracle, plutôt plus silencieux. La douleur dans sa poitrine, qui l'accompagnait comme une ombre depuis des semaines, n'avait pas disparu, mais elle s'était retirée, comme si elle avait pris un peu de distance. Il resta allongé, écoutant sa respiration. Elle était calme. Trop calme pour ne pas le rendre méfiant. La maison était exceptionnellement animée. De la cuisine parvenèrent des voix, le léger tintement de la vaisselle, un rire, clair et insouciant. Sophia. Il se redressa, prudemment, attendant le vertige. Il ne vint pas. Eduardo tendit la main vers l'appareil à oxygène, s'arrêta et le laissa. Dans la cuisine, Sophia se tenait sur un tabouret et aidait Rosa à couper des fruits. Sa langue dépassait légèrement de concentration. Quand elle le vit, elle courut vers lui. « Papa, tu as l'air différent aujourd'hui, » dit-elle sérieusement. « Moins fatigué. » Rosa le regarda attentivement, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Peut-être te trompes-tu, » dit Eduardo. Mais même sa voix sonnait plus ferme. Après le petit déjeuner, il fit quelques pas dans le jardin. Sans pause, sans essoufflement. Le ciel était clair, la terre sentait la chaleur. Sophia marchait à ses côtés, tenant sa main, comme si elle avait peur qu'il tombe encore. « J'ai prié hier soir, » dit-elle nonchalamment. « Très longtemps. » Eduardo ne répondit pas. Il n'avait jamais été très porté sur les prières. Mais il se rappela comment elle l'avait regardée la veille au soir, sérieuse, pleine d'espoir, comme si tout en dépendait. Dans l'après-midi, le médecin de la capitale l'appela. Sa voix sonnait tendue. « Monsieur Moreira, nous avons de nouveaux résultats. Vous devez venir, le plus vite possible. » Eduardo regarda Sophia, qui essayait d'attraper un papillon. « Je viendrai demain, » dit-il, puis il raccrocha. Le lendemain, il était assis dans la salle d'examen, tandis que le médecin fixait les images, encore et encore, comme s'il devait s'assurer qu'elles étaient réelles. « Cela n'a aucun sens, » murmura-t-il. « La masse tumorale est plus petite. Les valeurs, elles s'améliorent. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Eduardo calmement. Le médecin le regarda. « Cela signifie que je n'ai aucune explication. » Quand Eduardo rentra chez lui, Sophia et Rosa l'attendaient sur la véranda. Sophia sauta vers lui. « Et alors ?» demanda-t-elle, à bout de souffle. Eduardo s'agenouilla et la serra contre lui. « Je vis, » dit-il, « plus que ce que nous pensions. » Sophia ferma les yeux. « Je le savais. »
Eduardo la serra fort. Pour la première fois depuis le diagnostic, il ne pensait plus en jours. Il pensait en possibilités. Et il savait que même si la mort revenait, cet enfant lui avait déjà donné quelque chose qu'aucune médecine au monde ne pouvait expliquer. Le 7e jour, Roberto se tenait à nouveau devant le portail de la fazenda. Non plus avec l'allure sûre de lui d'un homme qui croit tout contrôler, mais hésitant, presque prudent. À côté de lui se tenaient sa femme et ses 2 enfants, silencieux, comme s'ils avaient ressenti que ce n'était pas une visite ordinaire. Eduardo les vit arriver du jardin, tandis que Sofia plantait des fleurs, les mains pleines de terre. Un instant, il voulut les renvoyer, protéger la paix qu'il venait de trouver. Mais il resta là. Roberto s'approcha. Son regard tomba d'abord sur Eduardo, puis sur Sofia, et quelque chose dans son visage se brisa. « Je me suis trompé », dit-il finalement, plus doucement qu'Eduardo ne l'avait jamais entendu parler. Surtout. Les mots planèrent lourdement dans l'air, comme s'il leur avait fallu des années pour être prononcés. Eduardo ne répondit pas immédiatement. Il regarda son frère et reconnut un homme qui, pour la première fois, comprenait à quel point il avait été proche de tout perdre. Sofia s'avança sans peur. Elle regarda Roberto droit dans les yeux. « Tu es triste ?» demanda-t-elle simplement. La question le frappa plus durement que n'importe quel reproche. Il s'accroupit, chercha des mots, n'en trouva pas. Il hocha simplement la tête. « Alors tu peux rester, » dit Sofia. « Quand on est triste, il ne faut pas être seul. » Roberto ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Il prit sa petite main, prudemment, comme si elle était quelque chose de fragile. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Non seulement à elle, mais à Eduardo, à lui-même. Eduardo s'approcha. La colère qu'il avait anticipée n'était pas là. Seulement de la fatigue et un étrange soulagement. « Nous avons tous fait des erreurs, » dit-il. « Mais nous pouvons décider ce que nous faisons maintenant. » Roberto se leva, hésita, puis lui tendit la main. Eduardo la prit. Ce n'était pas un moment festif, pas une grande promesse. Juste 2 frères qui avaient compris que le temps n'est pas quelque chose que l'on peut racheter. Les enfants commencèrent à jouer, comme s'ils avaient attendu ce signal. Le rire emplit le jardin. Rosa sortit de la maison, s'arrêta, regarda la scène et posa la main sur sa poitrine. « Voilà à quoi ressemble une famille, » murmura-t-elle. Lorsque le soleil se coucha, ils s'assirent tous ensemble à table. Non pas parce que tout était résolu, mais parce qu'ils avaient décidé de le supporter ensemble. Eduardo regarda Sofia, qui alternait son regard entre les adultes, satisfaite, calme. Et il sut, quoi que l'avenir réserve, ce jour avait guéri quelque chose de plus profond que toute maladie. 1 an plus tard, le jardin n'était plus le même. Là où régnait autrefois ordre et symétrie, poussaient maintenant des fleurs en rangées irrégulières, de petits parterres avec des noms gravés sur des bâtonnets de bois, une balançoire qui grinçait doucement quand le vent la faisait bouger. Eduardo se tenait au bord de la pelouse et observait Sofia, riant les mains couvertes de terre, alors qu'elle essayait de suivre un papillon. Elle avait grandi, pas seulement physiquement. Dans sa façon de parler, dans son regard, il y avait quelque chose de solide, une confiance qui ne voulait plus se briser à chaque mouvement. Les médecins appelaient cela une rémission inexplicable. Études, examens de suivi, regards sceptiques. Eduardo écoutait, hochait la tête, les laissait parler. Pour lui, tout cela avait un autre nom. Pas miracle, pas médecine. Sens. Il avait retrouvé quelque chose qui le soutenait quand la peur venait.
et elle venait encore. Dans les nuits silencieuses, quand il entendait Sophia respirer et se demandait à quel point tout avait été proche. Sophia allait maintenant à l'école. Les premières semaines furent difficiles. Elle rentrait parfois silencieuse, avec des questions qu'elle ne posait pas à voix haute. Eduardo s'asseyait alors à côté d'elle, écoutait, sans promettre de solution. « La famille n'est pas ce que les autres disent », dit-il un jour. « La famille est ce qui reste quand personne ne regarde. » Sophia hocha la tête, et le lendemain, elle repartit. Rosa vivait désormais définitivement dans la maison, plus lentement qu'avant, plus prudemment, mais avec un calme qui maintenait tout ensemble. Roberto venait régulièrement, non par devoir, mais par affection. Il avait appris à écouter, et quand il regardait Sophia, il le faisait sans culpabilité, sans calcul, simplement en tant qu'oncle. Le matin de l'anniversaire, ils étaient assis ensemble à table. Pas de grande fête, pas de pathos. Juste du café, du pain, des rires. Sophia regarda Eduardo, sérieuse comme ce premier jour. « Papa, dit-elle, si tu ne m'avais pas demandé à l'époque… » Elle ne termina pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Eduardo posa sa main sur la sienne. « Alors j'aurais vécu ma vie, » dit-il doucement. « Mais je ne l'aurais pas comprise. » Sophia sourit. Dehors, le soleil se levait, comme tous les autres jours. Mais pour eux deux, c'était clair, certaines questions changent tout. Non pas parce qu'elles reçoivent une réponse, mais parce que l'on a le courage de les poser. Le soir, Eduardo était assis seul sur la véranda, tandis que la lumière tamisée brillait dans la maison. Sophia dormait depuis longtemps, la porte de sa chambre entr'ouverte, comme elle aimait. Il entendit sa respiration calme et laissa la journée défiler une dernière fois. 1 an. Une seule année avait suffi pour transformer un homme qui attendait la fin en quelqu'un qui pensait à nouveau à des projets. Il se rappela la rue, la poussière, le léger sanglot. La question qui lui était venue aux lèvres sans préparation à ce moment-là. Il avait cru sauver un enfant. Aujourd'hui, il savait à quel point cet ordre était faux. Sophia l'avait sauvé. Non pas de la mort, mais d'une vie qui n'avait jamais vraiment commencé. Plus tard, Rosa vint le rejoindre, lui posa une couverture sur les épaules sans un mot. « Tu penses trop », dit-elle doucement. Eduardo sourit. « J'apprends encore. » Rosa hocha la tête. « Nous le faisons tous, jusqu'au bout. » En ville, l'histoire était désormais connue. Certains appelaient cela de la chance, d'autres un hasard. Eduardo les laissait parler. Il avait cessé de vouloir tout expliquer. L'important était seulement que Sophia aille à l'école le matin, pose des questions le soir, rit, pleure parfois, et sache toujours que quelqu'un restait. Quand Eduardo se leva finalement, il jeta un dernier regard sur le jardin. Les fleurs étaient cartes de travers, la terre était désordonnée, et c'est précisément là que résidait quelque chose de réconfortant. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était une vraie. Il ferma doucement la porte derrière lui. Demain serait un autre jour, non plus un cadeau, une responsabilité, et il était prêt à la porter.